Merci à ceux qui sont montés sur les planches de ce théâtre, un théâtre aussi parisien, parce qu'il porte le beau nom, le théâtre libre. Merci à Olivia d'avoir accepté d'être une maîtresse de cérémonie parfaite, comme d'habitude. Mais surtout d'être une formidable amie et une députée engagée et fidèle aux valeurs que nous avons portées depuis 3 minutes. Merci à Marco et Antoine pour tout le travail accompli au sein du comité de pilotage parisien, Jean-Marc. Et dans le cadre de Paris et moi, merci à vous deux d'avoir tant œuvré. On m'a dit, cher Antoine, que les jeunes avec Macron étaient nombreux ce soir. Moi, je ne les entends pas. Il y a qu'un les gars. Merci à Élise, à qui j'ai fait une promesse que vous allez m'aider à tenir. Celle de leur envoyer, dans 8 mois, siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. Merci aussi à toi, Linda, de nous avoir fait partager ton engagement sans faille sur l'écologie et sur la question des mamans célibataires dont nous avons eu l'occasion à maintes reprises de bavarder toi et moi. Merci, cher Mohamed, marcheur élu infatigable du 20e arrondissement de Paris. Vous savez, le 20e arrondissement, ce sont ces arrondissements qu'on nous dit ingagnables, imprenables, impossibles. Laissez tomber, n'y allez pas, n'y mettez pas les pieds. Bien, avec Mohamed, je vous le dis, il n'y aura pas de terre imprenable à Paris. Merci à toi, cher Patrick, pour ton enthousiasme aussi, pour ton énergie et surtout pour tes 250 idées à la seconde. Tu vas nous épuiser dans cette campagne, mais je vais te faire une confidence, on va sans doute y prendre une part de plaisir non dissimulée. Merci à toi de nous accompagner. Merci à Justine, parce qu'on a beaucoup arpenté le 18e, tous les deux, et j'ai vu à quel point tu connaissais ton arrondissement, pas seulement les rues, mais les gens.
les gens, ceux qui seront au cœur du projet que nous allons porter. Merci à toi pour tout le travail accompli et toutes ces années. Je veux remercier, il n'est pas sur scène ce soir. Et je vais vous dire, il a le pire job de la Terre. C'est mon directeur de campagne. Pas comme. Il va en baser. Il est en Jacob Boutin. C'est grâce à nous, si on perd, c'est à cause de lui. Merci aussi à Julien et à Antonio. Tous les deux, vous m'avez rejoint à des moments différents. Julien, il y a déjà de nombreux mois, Antonio plus récemment, et vous l'avez fait avec vos convictions, sans rien négocier, sans accord, d'appareil, sans place, sans rien. Vous êtes venus avec votre cœur, avec vos convictions, avec vos idées. Avec vos tribunes, Julien, on en a souvent discuté. Il m'a dit, c'est dur cette campagne. On fait des tribunes, il n'y a personne qui nous parle des tribunes. Et bien moi j'ai envie de parler de fond, on a beaucoup parlé de fond, on a beaucoup parlé de fond, toi et moi aussi Antonio, notamment sur la question écologique qui pour toi est centrale, et tu le verras, je crois que nous y répondrons ensemble. Merci à vous deux d'avoir fait ce chemin avec moi. Voilà, je n'ai pas oublié personne, à part Marlène. Ah, merci Marlène. À l'exception de ma maman, personne ne dit autant de bien de moi. Plus sérieusement, tu incarnes ce qu'En Marche a voulu faire et a réussi à faire dans la vie politique française. Tu dis les choses directement, toi aussi, en partant du vécu des gens, parfois du tien, et tes mots sont justes, tu ne juges pas. Tu écoutes, tu comprends, tu trouves des solutions et tu les mets en place. Bref, tu fais quand tant d'autres parlent. Merci d'être là, de m'accompagner depuis les premiers jours de cette bataille parisienne. Merci du fond du cœur. Alors, je vais commencer ce meeting par une confidence parce qu'on est entre nous. Pas d'enregistrement caché. Avant d'être le maire de Paris, je veux être le maire des Parisiens. J'ai toujours préféré les personnes aux lieux, les histoires des familles parisiennes à celles de nos bâtiments, le destin des femmes et des hommes qui ont fait Paris. Leur amour éperdu de la liberté. C'est tout cela, notre récit. C'est cela qui fait de nous des Parisiens. C'est ce qui nous lie indéfectiblement les uns aux autres. C'est ce qui fait que, et je suis certain que c'est arrivé à chacun d'entre vous, à l'autre bout du monde, nous nous reconnaissons. C'est comme ça, c'est indicible. C'est inexplicable, mais c'est là. Souvent, on m'interroge sur mon rapport charnel à la ville. Est-ce que vous avez Paris dans la peau? Vous n'y êtes pas né? Est-ce que c'est un handicap pour vous? Comme Sacha Guitry, je ne crois pas qu'être parisien, c'est être né à Paris, mais c'est y renaître. Alors, mon rapport charnel à Paris, et pardon au baron Haussmann, il n'est pas avec nos grandes avenues ou avec nos façades. Je sais que déclarer sa flamme à la ville dont on veut devenir le maire est un passage obligé. Eh bien moi, mon rapport charnel, je l'ai avec les Parisiens. Ce sont eux qui m'ont donné envie de me lancer dans cette magnifique aventure. C'est pour eux que j'ai quitté le gouvernement. Et c'est à leur écoute que j'ai tant appris depuis tant d'années. Les habitants disent tout de l'âme d'une ville, bien plus que ne pourraient nous dire nos places, nos quartiers que nous aimons tant, nos institutions ou nos musées. Paris,
c'est ce que les Parisiens, depuis des générations, ont décidé d'en faire. Nous aimons nos rues, non pas pour leur beauté, mais parce qu'ils sont nés des révolutions. Nous aimons nos théâtres, non pas pour leur décorum sans pareil, mais parce que ces planches ont vibré sous les pas des plus grands. Nous aimons les coins cachés de Paris, non pour leur mystère, mais parce que nos cœurs s'y sont parfois emballés. Parisien, je le suis devenu, comme tant d'enfants de France montés à la capitale. Et quand je lis les portraits qui me sont consacrés, je me dis que je suis un vrai Parisien. Oui, je râle quand les choses ne me plaisent pas. Parfois, je reconnais, je râle beaucoup. Et même je râle très fort. Oui, fidèle à la tradition d'accueil parisienne bien connue, j'ai organisé une journée porte ouverte à mon ministère en début d'année, et ça a été pris un peu au pied de la lettre. Oui, je peux avoir des coups de gueule quand un sujet me tient à cœur, mais parce que je ne sais pas faire de politique sans mettre mes tripes sur la table. Oui, quand mes enfants sont nés, je le reconnais bien volontiers. J'ai jeté un coup d'œil légèrement inquiet à la carte scolaire. Il n'y a qu'à Paris où, au moment de la première échographie, vous vous inquiétez de savoir dans quel prépa est invoqué. Oui, j'ai toujours préféré les solutions concrètes aux débats idéologiques. Ces débats, ils font plaisir à ceux qui les tiennent et ne changent rien pour ceux à qui ils s'adressent. Et oui, je suis entier, parce que je ne sais pas faire les choses à moitié. Et donc je serai le maire de tous les Parisiens, pas seulement de la moitié d'entre eux. Je serai le maire de la Goutte d'Or et de Mouffetard, des Batignolles et de Ménilmontant, des Enfants Rouges et de la Salpêtrière. Ou plutôt, je serai le maire de toutes celles et tous ceux qui y vivent, sans exclusive, de tous les Parisiens. J'ai lu les questionnaires, j'ai écouté les interviews. Et une chose m'a frappé plus que tout autre. Justine l'évoquait tout à l'heure dans son intervention. Le sentiment de solitude a envahi la ville. La solitude de l'étudiant qui galère pour se loger entre deux petits boulots. La solitude des parents célibataires qui perdent leur vie à la gagner. La solitude des personnes âgées, loin de leurs enfants, qui n'ont plus les moyens de vivre à Paris. Et dans la ville la plus peuplée de France, on souffre en silence de solitude. Et ça nous rend tous tristes. Simplement tristes. Tristes qu'on ait perdu le cœur des Parisiens. Parce que le lien qui nous unit s'est défait. Tristes parce qu'en prétendant inclure, on fabrique de l'exclusion. On dresse des murs. On érige des frontières entre nous. On assèche le rapport charnel des Parisiens entre eux, en opposant les jeunes contre les anciens, les Parisiens de l'Est contre les Parisiens de l'Ouest, les automobilistes contre les cyclistes. Bientôt, on ne supportera même plus son propre voisin, quand on ne le rencontrera pas en pyjama, la nuit sur le trottoir. Que nous est-il arrivé? Moi, je ne reconnais pas la vie qui m'a accueilli il y a un peu plus de 25 ans. Et c'est elle que je veux retrouver, une ville au service des Parisiens, et non l'inverse. Logement trop cher, embouteillage, saleté, travaux, sécurité, voilà aussi ce que les Parisiens nous ont dit, parfois avec des mots très durs, souvent excédés. Paris est une ville riche et pourtant il y a des enfants qui dorment dans la rue. On l'a beaucoup entendu. 1h30 pour traverser Paris en pleine journée, j'ai dû renoncer à des clients. Parce que Paris, si on y vit, il faut aussi qu'on puisse y travailler. Laisser passer 3 métros pour être tirés comme des sardines, c'est plus possible. Vivre à Paris, c'est désormais vivre malgré Paris. C'est un parcours d'obstacles, où rien n'est fait pour vous simplifier la vie. Être parisien aujourd'hui, c'est une succession de petits combats et d'irritants à supporter, tant bien que mal. Tous ces petits combats du quotidien, ils sont évitables, mais encore faut-il s'y intéresser. Beaucoup de responsables politiques les méprisent, en particulier à Paris. Pas assez ambitieux, trop terre à terre, pas du niveau du maire de Paris,
pas du niveau de la ville-monde. Diable, on se paye de mots. Personne n'imagine que Paris ne soit pas une ville-monde. Évidemment qu'on a une ville-monde, mais une ville-monde, une vraie ville-monde, elle ne délaisse pas ceux qui y vivent. Et ceux qui y vivent, ils sont confrontés à deux grands défis. C'est vrai pour les Parisiens, mais c'est vrai aussi pour tous les habitants des grandes métropoles du monde. Je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est à Paris qu'on va inventer les solutions aux problèmes du monde. C'est notre responsabilité d'être le laboratoire du monde, d'être là où on va répondre à ces deux grandes interrogations. La première, c'est de faire face à un impératif écologique. Il est central, il recouvre tant de batailles à mener, ça a été dit, c'est notre alimentation, c'est notre habitat, c'est nos déplacements, c'est notre santé, et sur tous ces sujets, on est bourré de paradoxes. On n'arrête pas les injonctions contradictoires. Et moi, très franchement, je vous le dis, j'en perds mon latin. Il faut manger local. Et sur les marchés parisiens, eh bien, on n'ouvre pas suffisamment tard le soir pour permettre aux Parisiens d'acheter local. Il faut faire baisser la pollution liée à la circulation. Mais plutôt que de la diminuer, on fait le choix de la déplacer, là où les Parisiens habitent, dans les quartiers populaires. On nous dit de recycler, mais le tri n'est toujours pas généralisé. Paris est l'une des plus mauvaises élèves d'Europe sur le recyclage. Les bailleurs sociaux de la ville, qui digitalisent les toits des immeubles, et ils interdisent à leurs locataires d'y accéder. Il faut utiliser les transports publics, mais on multiplie les travaux qui font que les bus vont 2 fois moins vite qu'avant. Avait eu la bonne idée de créer des voies de bus pour inciter les Parisiens à prendre les transports en commun parce que ça roulait vite, c'était plus fluide. Et bien 15 ans après, la maire de Paris a réussi l'exploit de diviser par 2 la vitesse de circulation. Quand même parler du métro, on nous avait promis il y a 5 ans que le métro pourrait ouvrir à tout le métro, pas tous les soirs, enfin le week-end, quelques lignes, pour irriguer Paris, pour irriguer les rues de la capitale, pour permettre à des gamins d'éviter de prendre un scooter en ayant abusé de certaines substances. Pas tout illicite. Eh bien voilà, rien n'a été fait en 5 ans. On va expérimenter quelque chose peut-être au mois de septembre, un week-end par mois, un soir par mois. Voilà le combat qui a été mené. On marche sur la tête. On marche sur la tête parce que sur cette question écologique, on fait une écologie d'en haut. Et moi, je veux une écologie à hauteur d'homme avec un grand H. Deux semaines après mon départ du gouvernement, j'ai fait une des plus belles rencontres des dernières années. Je suis allé rencontrer une professeure de médecine qui s'appelle Jocelyne Juste. Elle est chef du service de pneumologie infantile de l'hôpital Trousseau. Pour ceux qui connaissent ce service, vous avez vu des enfants souffrant de maladies respiratoires. 6600 personnes meurent de complications respiratoires dans Paris et la petite couronne chaque année. C'est 2 fois plus que le nombre de tués sur toutes les routes de France. 2 fois plus. Et elle m'a dit cette phrase très choc. D'abord, elle m'a confirmé que, ce que beaucoup de parents, et il y en a ici dans la salle, savent déjà, à chaque pic de pollution à particules fines, les urgences pédiatriques des hôpitaux parisiens débordent. À chaque fois. Et elle m'a dit cette phrase terrible. Elle m'a dit, mais vous savez, dans nos villes, on fabrique aujourd'hui des handicapés respiratoires à vie. Et si vous avez une mission, si vous emportez la bataille dans laquelle vous êtes engagé, c'est en tant que maire, d'être responsable de la santé des plus fragiles, des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, dont on sait que lorsque les complications respiratoires arrivent, elles sont souvent les prémices de maladies plus longues, de maladies chroniques et de complications qui peuvent aller jusqu'à des drames. C'était, je crois, la plus belle rencontre de ces dernières années, parce qu'elle le disait avec sincérité. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Aidez-nous, vous, femme de science, médecin, quel est le bon remède? Elle m'a dit, ce sont des choses simples, pas spectaculaires. Il faut faire preuve de bon sens. On prend les écoles les plus polluées de Paris et on limite drastiquement la circulation aux abords de ces écoles. C'est simple. C'est pas trop compliqué. Parce que avoir des écoles sur les axes les plus pollués,
de notre capitale, c'est une aberration. On limite les véhicules qui sont les plus polluants dans Paris. Ça a été dit tout à l'heure, les autocars de tourisme. On a 1500 à 2000 par jour. Franchement, c'est une pollution visuelle, sonore, atmosphérique. Rome a réussi à mettre hors de la ville ces bus. Si l'administration romaine a réussi, peut-être que l'administration parisienne peut-être s'en emparer et réussir là aussi. Parce que c'est une part importante des gaz émis dangereux pour la santé de nos enfants. Je reviens aux enfants. La pollution pour eux, elle est d'abord dans les salles de classe. Ça a été rappelé tout à l'heure par Linda. Et moi, ce que je veux, c'est que l'air que respirent nos enfants dans nos salles de classe soit un air pur. Et pour ça, il y a un moyen très simple, vraiment très simple. Il faut changer du système de ventilation. Vous savez combien ça coûte? Quelques dizaines de millions d'euros. Quelques dizaines de millions d'euros. Sur un mandat de 6 ans, où on a investi 1,5 milliard d'euros par an. C'est donc réalisable. Alors oui, je reconnais, c'est pas spectaculaire. Et les donneurs de leçons s'en sont donnés à cœur joie depuis quelques jours. On s'est beaucoup moqué de moi avec cette proposition. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour les donneurs de leçons. D'abord, je vais leur donner l'occasion de se moquer de moi à l'envi pendant cette campagne. Mais vraiment, parce que moi, je vais vous dire, je ne fais pas d'écologie de salon. Ma vision de l'écologie, c'est celle qui associe, qui incite, qui rassemble, qui trouve des solutions, qui ne pointe pas du doigt. C'est une écologie qui part des gens. J'ai beaucoup appris, moi, dans l'année qui vient de s'écouler. J'ai pris des coups. J'ai dû répondre, à l'époque j'étais porte-parole du gouvernement, à un mouvement que personne n'avait vu venir. Personne. Celui des Gilets jaunes. Et si j'ai condamné sans réserve, dès le départ, les violences et les outrages de quelques-uns, j'ai aussi retenu une leçon essentielle cette année. On ne réussira pas la transition écologique contre une partie de la population. Alors il faut embarquer, il ne faut pas stigmatiser. J'ai proposé la création d'un conseil parisien de défense écologique directement rattaché au maire de Paris. Il sera constitué de Parisiens tirés au sort et la moitié d'entre eux auront entre 15 et 25 ans. La jeunesse de Paris est dans nos rues le vendredi. Moi, je le veux autour de la table des discussions. Je la veux avec nous. Je la veux totalement associée à l'élaboration des solutions. Parce que ce combat-là, c'est le combat de notre génération, mais c'est surtout le combat que nous livrons pour les générations à venir. La question écologique était le premier défi. Le deuxième, c'est une question qui se pose à l'humanité tout entière. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 4 générations, 4, vont cohabiter. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Et donc il faut tout réinventer. Parce que 4 générations qui cohabitent, c'est évidemment une chance formidable, c'est un défi sans précédent, et c'est pas seulement un problème d'âge ou un problème de dépendance, comme bien souvent on veut l'enfermer dans ce sujet. C'est un problème de logement. Pour les jeunes retraités qui voient leurs revenus baisser et les portes des agences immobilières se fermer. Combien de personnes, les députés parisiens, combien de personnes on a reçues dans nos permanences de retraités qui nous disent qu'après avoir passé leur vie à Paris, ils vont être obligés de déménager parce qu'ils ne trouvent plus les moyens de se loger, parce que les agences leur ferment leurs portes et parce qu'ils vont devoir renoncer à la vie, à leur univers qui s'était patiemment construit pendant parfois des décennies dans les rues de Paris. Ce qui concerne aussi les jeunes couples. Combien d'enfants aimeraient rester près de leurs parents et n'ont pas les moyens de vivre à Paris? Vous savez, dans ma génération, chez les jeunes couples parisiens, il y a une forme de devise. Le premier enfant, on campe,
Et au deuxième enfant, on déménage. C'est ça la nouvelle règle. C'est ça la nouvelle règle de la vie parisienne. Paris, on l'aime, mais on la quitte. On aura compte que c'est le logement social qui va être la réponse à tous les problèmes de logement à Paris. C'est évidemment essentiel. Mais on oublie une chose, on oublie le logement classique. La doctrine de la maire et de son adjoint communiste au logement, c'est par exemple de taxer les logements vacants. Alors c'est sûr, ça a une vertu. Ça ramène des recettes dans les caisses de la ville. Il faut reconnaître. Mais est-ce que c'est efficace? Après un mandat de taxation des logements vacants, le nombre de logements vacants a augmenté. Moi, je vais vous dire, on a assez de je veux des résultats. Alors comment on fait? On ouvre la discussion avec les propriétaires. On travaille avec eux pour lever les barrières à l'accès, à la location. On dialogue. Bref, on se parle, plutôt que de s'accuser. Pour bien vivre ensemble, il faut accompagner ceux qui en ont besoin. Par exemple, en soutenant les familles monoparentales. Souvent des mamans célibataires qui, plus que les autres, galèrent dans leur quotidien. Moi, je proposais une chose très simple. Un chèque babysitting de 50 heures par an. 50 heures. 50 heures pour ces parents qui n'ont plus le temps de rien. 50 heures de liberté. 50 heures à passer avec ses amis, aller au cinéma, avoir une vie amoureuse, à se reconstruire, à passer un entretien d'embauche, sans se dire que pour aller passer un entretien d'embauche, je vais devoir dépenser de mon côté 40 ou 50 euros de garde d'enfants. Vous voyez, c'est ces choses-là, très concrètes. Ces familles, ces parents célibataires, pour l'essentiel d'entre eux, ces mamans célibataires, elles sont assignées à résidence dans la plus belle ville du monde. C'est inacceptable. Bien vivre à Paris, c'est aussi reconnaître qu'il y a des gens qui vont mal, qui survivent, qui sont surendettés, qui n'ont pas les moyens de se soigner. Les inégalités d'accès aux soins sont les plus insupportables de toutes. Et le gouvernement a mis en place le reste à charge zéro. C'est une bonne chose. Mais moi, je vais aller plus loin. Je pense aux petits retraités ou aux indépendants, pour qui les mutuelles sont souvent hors de prix. C'est pourquoi je créerai à Paris une mutuelle municipale. Ça s'habille plus vite, que les lunettes ne soient plus un produit de luxe, que les prothèses auditives soient accessibles, parce qu'il n'y a rien de pire que les inégalités dans l'accès aux soins. Et au fond, quand vous vous rendez dans les quartiers populaires, vous les voyez là, les stigmates de la pauvreté, avec ceux qui n'ont pas les dents soignées et ceux qui ont des problèmes de vue. Les enfants, vous le savez, à l'école, bien souvent, ceux qui rencontrent des problèmes, pas parce qu'ils sont mauvais élèves, mais c'est parce que le problème de vue n'a pas été détecté. On n'ose pas lever la main, on n'ose pas lever le doigt pour demander au professeur, à l'instituteur, bien de reprendre l'explication, et on laisse passer le wagon. Et ce sont des wagons de gamins qu'on perd. Bien, je vous le dis, à Paris, ça n'arrivera plus. Bien vivre ensemble, ce n'est laisser au bord du chemin personne, en particulier les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Vous le savez, on va accueillir en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et tous les athlètes vont se dépasser. Et pourtant, il y a une barrière qui restera infranchissable pour nos athlètes paralympiques. Celle qui séparera le village olympique, qui lui sera accessible, du reste de Paris. 9 stations de métro sur 303 sont aujourd'hui accessibles à des personnes à mobilité réduite. C'est inacceptable. C'est un triste record où la ville se renvoie la balle avec l'État, qui se renvoie la balle avec la RATP, qui se renvoie la balle avec la SNCF. On en a assez des renvois de balles. Faut poser le ballon. Ça fait du bien. Et puis c'est dit, on va trouver des solutions. Alors là, encore, à nouveau, il y a des logiques complètement dingues. Il y a une règle qui veut que lorsqu'une station est accessible sur toute la ligne, il faut que toutes les autres stations de la ligne soient accessibles, sinon ça ne marche pas.
Donc en fait, on ne fait rien parce qu'on ne fait pas tout. Et c'est une ineptie absolue. Comment explique moi à quelqu'un qui est à mobilité réduite en fauteuil ou je l'expérimente chaque jour. Avec une poussette. Avec une poussette. Vous êtes à mobilité réduite. Et je veux vous dire qu'on changera aussi notre regard sur le handicap. Au fond, en abordant cette question, parce que les problèmes de mobilité réduite ne sont pas seulement réservés aux personnes en situation de handicap. Il y a aussi les personnes âgées, il y a aussi les jeunes parents. Comment voulez-vous que j'explique qu'on ne fera aucune station parce qu'on ne peut pas les faire toutes? Ça n'a aucun sens. Et il y a plein de solutions qui existent. Il faut aller regarder un peu ce qui se fait à l'étranger. Des systèmes qui sont accolés par exemple aux escalators pour permettre de monter, de descendre dans une station de métro. Il y a aussi un truc qu'on pourrait éviter qui serait assez formidable, c'est que vous savez, les stations de métro, vous avez un ascenseur, enfin il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, vous prenez l'ascenseur, vous sortez de l'ascenseur, et là il y a un escalier. Assez redoutable. Assez redoutable. Et ça a été rappelé tout à l'heure par Patrick, moi j'ai eu l'occasion de signer une tribune avec Dominique Farrugia sur cette question, et il a, vous le savez, il souffre maladie de la sclérose en plaques qui l'oblige à utiliser un fauteuil. Et il a une formule absolument géniale. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais il a une vraiment bonne formule. Il dit, au fond, quand on est en fauteuil, on vit à l'envers. Parce qu'on fait tout à l'envers. Et je suis sûr que parmi vous, ceux qui ont déjà eu à se déplacer dans un fauteuil roulant, ou ceux qui ont des poussettes, vous faites la vie à l'envers. Vous rentrez dans les boutiques à l'envers, vous rentrez dans le métro à l'envers, vous descendez à l'envers, vous vivez à l'envers. Ben, vous savez quoi? On va remettre la vie de tout le monde à l'endroit. Moi, je veux une police municipale ancrée dans les quartiers, au plus près de la population. Je veux retrouver l'esprit de l'îlotage. Je policiers qui connaissent les habitants, qui connaissent les commerçants, les associations, les services sociaux de la ville, avec des policiers municipaux qui savent que telle famille traverse une galère, que tel gamin a décroché, que tel petit garçon va faire tel petit, que tel petit fille a ramassé le cours de danse. Tous ces signes faibles qui font qu'on ne fait plus société. C'est le rôle de la police municipale aussi, dans nos quartiers, ancrés, d'y apporter une réponse. Autre exemple, Mohamed en a dit un mot, la question de la propreté. C'est le serpent de mer. Tous les jours, les élus de l'arrondissement se font interpeller sur cette question. Et tous les jours, ils font la même réponse de la mairie centrale. Cette situation est kafkaïenne pour les Parisiens. Que je me fasse bien comprendre. Le maire des Parisiens, son rôle, c'est de fixer des objectifs en termes de qualité du service, en termes de qualité du matériel, de montant à investir chaque année pour répondre au mieux à cette question de la propreté. C'est de s'assurer aussi que les moyens sont justement répartis et équitablement répartis entre les arrondissements. Mais c'est pas de savoir s'il faut mettre une ou deux balayeuses entre 8h et 10h le matin le mardi, rue Le Courbe. Ça, c'est le job du maire du 15e arrondissement de Paris, pas du maire de Paris. Alors, on va leur donner ces moyens. On va décider de faire confiance au maire d'arrondissement. La ville de Paris a construit un système déresponsabilisant pour tous ses élus. Et du coup, c'est très frustrant pour eux. C'est frustrant pour eux. C'est frustrant pour les Parisiens. Être maire, être élu municipal, c'est faire. Et pour bien faire, on ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas faire seul contre tous. Le maire de Paris, c'est le maire de tous les Parisiens. Et comme maire de tous les Parisiens, il se doit de respecter tous les maires d'arrondissement, y compris ceux qui ne sont pas de sa sensibilité politique. C'est pourquoi je réunirai chaque mois autour du maire de Paris tous les maires d'arrondissement dans un conseil des maires. Ce sont les acteurs de la ville. Parce que, je vous le dis, s'ils avaient été entendus, écoutés, peut-être que, allez, dernier exemple en date, on aurait trouvé des solutions plus rapidement au problème des trottinettes. Où Paris a mis un an à apporter une solution. Quand des villes comme Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon ont réglé le problème en quelques semaines.
On a été sourd aux nombreux appels de maires d'arrondissement. Et quand on n'écoute plus même les maires de sa propre majorité, eh bien on n'écoute plus personne. C'est avec le concours des maires d'arrondissement que les Parisiens se réapproprieront Paris. Et beaucoup de nos problèmes au quotidien, ils sont ni de droite, ni de gauche. Une rue propre, c'est pas de droite ou de gauche, c'est une rue propre. Ne pas être harcelé quand on a une femme dans les transports en commun. C'est pas de droite ou de gauche, c'est normal. Les, excusez du peu, 35 000 nids de poules répertoriés ne sont pas de droite ou de gauche. Ils sont 12 nombreux. Alors un peu de bon sens, que diable. Voilà ce que réclament les Parisiens. Un peu de bon sens. Enfin, le maire des Parisiens, il doit s'occuper aussi un peu des grands Parisiens. 2 tiers des personnes qui travaillent à Paris n'y habitent pas. 1 tiers des Parisiens travaillent en banlieue. Quand la ville de Paris prend une décision, elle a des conséquences en cascade sur des centaines de milliers de franciliens. Et cela, on ne peut plus l'ignorer. Nos décisions impactent la vie de tous les grands Parisiens. Alors quand j'entends le débat légitime sur le périphérique, je note qu'on y dit des choses intéressantes et je veux saluer la qualité du rapport qui a été réalisé sur l'autorité d'Éric Azière qui est avec nous ce soir. C'est un très bon rapport. C'est un très bon. Quand même, est-ce qu'on peut considérer que ce sujet est exclusivement parisien? Je ne crois pas. La moitié des personnes qui empruntent le périphérique font des trajets de banlieue à banlieue. Que le Grand Paris, c'est un contrat de mariage entre des gens qui n'ont pas décidé de s'aimer. On leur a dit aimez-vous dans ce grand mécano institutionnel, mais on ne leur a pas demandé ce qu'ils avaient envie de faire ensemble. Là, je vais vous dire une chose. Quand on met ensemble des élus qui n'ont pas envie de s'aimer, qui ne partagent aucun projet, on a un grand mécano institutionnel, on a un grand machin qui fait très plaisir aux élus, mais qui ne sert à rien pour les gens. Donc nous, voilà la lourde feuille de route des 8 prochains mois. Il y a tant à faire. Pour cela, nous aurons besoin, j'aurai besoin, vous aurez besoin de chacun. J'aurai besoin de toutes celles et de tous ceux qui ont Paris au cœur, qui vivent et qui font Paris. Celles et ceux qui pensent et rêvent Paris. Cédric et Hugues, Mounir et Anne. Votre place est ici. Votre place est ici. Avec votre famille. Vous avez toutes les familles, enfants jeunes, mais surtout on peut continuer, et enfants, on doit en montagne. Alors, cette campagne, nous voulons la faire avec vous. C'est moi qui vous le dis. Je sais, notre personne, et que je pourrais inventer dans cette campagne. D'entraînement, de vision, de sagesse. Vous devez compléter par vos parcours, par vos tempéraments, différents du mien. Et l'intimité, ça fait du bien. Ensemble, on va gagner. Applaudissez-les à tout moment. Monsieur le maire! Ce soir, je vais simplement dire un immense merci. Merci d'avoir sacrifié une soirée d'été qu'on aimerait passer sur les terrasses parisiennes.
Elle me tend les bras. Merci d'avoir accepté de vous mettre en marche avec nous. Face à des vents contraires, je vous le dis, c'est toujours plus facile de marcher ensemble que de marcher seul. Puis enfin, je vous dis merci pour tout ce que vous avez déjà fait, parce que si je me tiens devant vous ici ce soir, je sais à qui je le dois, je n'oublierai pas. Aucun candidat, aucun, ne peut s'engager dans cette bataille de Paris sans un collectif fort, un collectif généreux, un collectif ouvert et qui sait accueillir des personnalités issues d'horizons différents. Elles sont très nombreuses ce soir dans la salle. Je n'ai pas pu toutes les citer, mais je veux leur dire, vous faites déjà partie de la belle et grande famille parisienne que je veux réunir. Est-ce que, certains que beaucoup la connaissent ici, est-ce que vous vous rappelez de cette chanson de Jacques Brel? Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Alors les amis, je vous le dis, il nous reste 241 jours pour battre la mesure, pour entraîner les Parisiens, pour qu'ils retrouvent l'émoi, le plaisir et la fierté de vivre à Paris. 241 jours, non pas pour livrer bataille, mais pour bâtir avec eux. 241 jours pour que le prochain maire de Paris soit enfin le maire des Parisiens. Alors en avant, et merci. Je pense que c'était un très très bon discours et qui a vraiment galvanisé tout le monde. On est mi-juillet, on a un candidat, il a une équipe qui travaille autour de lui, il porte un projet, il nous a fait plusieurs propositions fortes. Et maintenant, on va le mettre en action partout, sur tous les territoires de Paris, dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements. Et on a 241 jours, il nous l'a rappelé, 241 jours pour écouter les Parisiens, les convaincre, pour pouvoir changer et faire en sorte que maintenant on s'occupe vraiment d'eux et de leur vie quotidienne.
Je dirais que c'est un discours qui a été à la fois très inspirant parce que je crois qu'il a pour Paris un très beau projet, mais aussi un discours où il a parlé avec son cœur, et je pense que c'est aussi important quand on veut conquérir une ville et le cœur de ses habitants de parler soi-même avec son cœur. On se repose un peu quand même. Alors d'abord, moi je suis têtu comme une bourrique. Ouais, c'est bon. Ah oui. Et alors je suis un bon élève. On va faire ça. Moi je suis plutôt avec des gens. Il est grand. Je veux tout faire. Tiens. C'est le petit dernier. Allez. Bon. Je vois que ma mère elle dit pareil. Et après c'est toujours chacun à 40 ans. Il faut qu'il se tourne sinon. Pardon. Voilà. Moi j'ai plus de batterie, il faudrait des batteries, plus de batteries dans Paris. Allez, pas ça. Comme ça on va se passer. Ok, désolé. Non mais je pense qu'on peut Ce meeting était vraiment extraordinaire, un monde fou, plus de 1000 personnes, le théâtre est plus que complet, une ambiance géniale. Et notre futur maire, Benjamin Griveaux, nous a exposé son projet qui concerne tous les domaines, et tous les spectateurs ont adhéré. Je pense qu'effectivement, Benjamin sera un excellent maire de Paris. Qui me donnait tout, parce que c'est lui qui est avec moi toute la journée. C'est moi. Lui, c'est moi. Ok. Allez, vas-y, ouais, ça. Bon, alors là, Ça, c'est à l'ancienne, ça prend 1000 euros. Je fais un rendez-vous. j'ai l'impression d'être Dans quel arrondissement? Ah d'accord. Ouais. Vous habitez où? Écoutez, j'ai trouvé que c'est un discours très intéressant, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un discours qui nous a tous mobilisés. Je crois qu'il y a un vrai collectif derrière Benjamin Griveaux aujourd'hui. Ce ne sera pas une campagne en marche, ce sera une campagne vraiment de rassemblement. Il y a un vrai collectif derrière qui est très motivé pour faire campagne. Et moi, en tant que jeune, sur les thématiques qui ont été abordées, j'ai particulièrement été sensible à la thématique de l'écologie. En tant que jeune, en tant que jeune génération, c'est une thématique moi qui me tient beaucoup à cœur. Tout son discours aussi sur parler à la banlieue, réfléchir avec les voisins. C'est quelque chose, je pense, qui le différencie et qui le distingue de la maire actuelle. Et je pense que oui, c'était un très bon discours. On est tous motivés. On va attendre l'été et bien se reposer pour tous partir en campagne à partir de septembre.